Bonsoir. Donc, on commence cette conférence table ronde sur la question de l'avenir de la filière vin bio. Donc, cette année, l'étude Millésime Bio, c'est une enquête qui a été faite auprès de nos exposants français, donc pour connaître leur vision de l'avenir de la filière vin bio. On va vous présenter les résultats de cette enquête, un peu pour commencer et introduire ensuite une table ronde qu'on vous propose et qui sera animée par Magali Gélila. Donc, tu es directrice de l'Union des entreprises vinicoles méridionales et donc tu es accompagnée de professionnels de la filière et de professionnels de la distribution des vins et des vins bio. Je te laisserai présenter nos intervenants. Merci Valérie. Du coup, j'en profite pour te présenter aussi. Donc, Valérie Plado, tu es chargée de mission économie à Sud Vin Bio. Et donc, c'est toi qui organise cette superbe table ronde et surtout qui va nous présenter les résultats de l'enquête que tu viens de présenter sur les perspectives de la filière auprès des exposants Millésime Bio. Autour de la table, nous avons aussi donc Aude Legrand. Aude, tu es donc maître caviste. Oui. Et le métier de caviste depuis 4 générations à la boutique Yves Legrand à Issy-les-Moulineaux est bien ancré dans la généalogie. Oui, ça coule dans les gènes. Voilà. Tu es aussi vice-présidente de la Fédération des cavistes indépendants, qui est partenaire de Millésime Bio, et vice-présidente du syndicat des cavistes. Tout à fait. Je vais commencer par ordre. Donc, Karine, tu es directrice marketing chez Gérard Bertrand, entreprise qui partage sa passion pour le vin et la biodynamie grâce à sa gamme Sud de France depuis 30 ans. Donc, si je devais faire un pont entre vous deux, mesdames, je dirais que votre mission dans la vie, c'est de vendre du vin. Et c'est super. Alors, parce que voilà, c'est d'inviter à la célébration, voilà, et puis à l'art de vivre tous les jours aussi, parce que c'est ce qu'on transmet avec le vin avant tout. Oui. Oui, de la culture dans tous les sens du terme, en fait. Super. Et Nicolas Richard, qu'on ne présente plus maintenant, donc qui a 2 domaines dans le Gard, les vignobles de Basté et le domaine des cèdres, à la fois producteur et négociant, et surtout président de Sud Vin Bio depuis 2019, et également vice-président de France Vin Bio, voilà, avec une mission d'incarnation et de porter la voix du bio du sud de la France et de toute la France aussi. Oui, tout à fait, comme je le disais, avec une préférence bien sûr régionale, parce que, bon, avant tout, on est un petit peu chauvin, étant la première région productrice de France. Merci. Valérie, du coup, je te redonne la parole pour présenter les résultats de l'étude. Merci. Voilà, donc... Voilà, donc cette année, l'enquête auprès de nos exposants français de Millésime Bio. Donc on a adressé cette enquête à peu près auprès de 1250 exposants, fin 2024, pour avoir un peu leur retour et leur vision de l'avenir de la filière. Donc on a eu plus de 200 réponses, donc un peu plus de 10% des exposants qui nous ont répondu, et notamment on a eu 200 vignerons en cave particulière. Donc du coup les résultats que je vais vous présenter, ça représente vraiment la parole des caves particulières, des vignerons en cave particulière. Du coup ça sera intéressant aussi de partager votre avis avec d'autres professionnels. Donc la première question, et le premier thème qu'on a abordé, c'était finalement, c'était quoi votre motivation à la base de passer en agriculture biologique. Et donc ce qu'ils nous ont répondu, et les premiers points les plus importants, c'était déjà un aspect santé, avec 86% des répondants qui se sont engagés pour des motivations de santé, et puis pour la préservation de la biodiversité, et également pour la préservation des ressources naturelles. Donc on voit vraiment que c'est une motivation qui tient
un impact positif sur l'environnement. Également, ils ont été plus de 70%, pardon, plus de 56% à répondre, être motivés pour la qualité produit, mais ça venait un peu en second dans les motivations. Donc après, on leur a demandé finalement cette conversion, est-ce que vous avez atteint ces objectifs qui étaient vos motivations initiales? Donc on voit, c'est la partie un petit peu grisée, noire, ce pourcentage de réponses. Donc effectivement, ils atteignent bien les objectifs et on voit surtout sur la biodiversité que on a à peu près plus de 90% des répondants qui disaient oui, finalement, les objectifs sur la biodiversité, ils ont été vraiment atteints plus que les motivations au départ. Et proportionnellement, on voit aussi que sur la qualité des vins, des objectifs ont peut-être été dépassés, puisqu'on voit que le pourcentage est plus important que les motivations de départ. Voilà, donc ça, c'est des éléments importants. Et on leur a demandé la confiance que vous avez, vous, dans la filière vin aujourd'hui, puis dans la filière vin bio. Donc deux aspects, on voit que 4,6 vignerons sur 10 nous ont dit leur confiance sur l'avenir du vin, donc c'est pas la moitié des répondants, donc une confiance un peu mitigée, alors que quand même sur l'avenir des vins bio, on a 5,8 personnes sur 10 qui répondent être confiants. Donc le bio dans la filière vin renforce effectivement provoque plus de confiance dans l'avenir. Donc pourquoi cette confiance, le bio reste quand même une référence, en tout cas du point de vue des producteurs, puisqu'ils se projettent pas autrement qu'en bio dans l'avenir. Ils disent pour 80% des répondants, je serai en bio dans 2 ans. Pour 69%, je serai en bio dans 5 ans. Bon, un petit peu moins, je serai en bio dans 10 ans. C'est déjà un petit peu à long terme, donc c'est peut-être difficile aussi de se projeter. Mais en tout cas, on a une grosse majorité, 82%, qui n'envisage pas du tout une déconversion dans les prochaines années par rapport aux difficultés qu'on peut voir actuellement. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc le bio, voilà, on détaille un petit peu aussi les perspectives par rapport à la consommation. Donc, comment voyez-vous la consommation du vin et du vin bio dans les prochaines années? Donc, en France et dans le monde, la question a été posée aux 2 niveaux. Donc, on voit qu'il y a un peu de variabilité. Donc, sur l'avenir de la consommation du vin en France, on voit qu'il y a 70% qui disent que ça va plutôt diminuer. Donc c'est vrai qu'on a plutôt une vision un petit peu plus pessimiste, avec seulement 1% qui pense que ça va augmenter. Donc on a atteint quand même, selon eux, un seuil au niveau de la consommation du vin. Par contre, si on regarde sur le vin bio, donc ils sont 30%, plus de 30% qui pensent que la consommation de vin bio va se poursuivre et 40% qui va rester stable, mais donc ce dynamisme qui est beaucoup plus important sur le côté bio. Si on pose la même question au niveau monde, donc là on voit quand même une distinction, c'est-à-dire qu'il y a quand même 14% des répondants qui pensent que la consommation de vin va continuer à progresser dans le monde, et ils sont 40% qui pensent que la consommation de vin bio va progresser dans le monde. Donc finalement, d'un point de vue marché, quand même des perspectives un petit peu plus positives et avec des opportunités plutôt sur l'export, quand on est producteur français, que peut-être sur le marché français, en tout cas actuellement. Donc le bio, le label, donc on leur a demandé, selon vous, comment on perçoit un petit peu ce label bio. Donc ce qui ressort majoritairement du point de vue, toujours producteur cave particulière, c'est qu'ils sont confiants dans les nouvelles générations. Les nouvelles générations de consommateurs donc, sont plus sensibles à l'aspect environnement, au bio, que les précédentes. Bon, ça,
je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qu'on a déjà constaté, mais ça se confirme et les producteurs ont confiance donc, en ces nouvelles générations. Et le label, donc, pour 84% des répondants et pour plus de 80%, le label de l'agriculture biologique est un label environnemental qui pourrait être le plus reconnu aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est dans la filière vin en tout cas, dans la filière bio aussi. Petite remarque quand même, donc 70%, donc un petit peu moins, qui pensent que, enfin en tout cas qui ont cette vision que le label d'agriculture biologique est un label environnemental, enfin dont la fiabilité est reconnue, donc un label fiable, donc ils sont 70%, donc il y en a quand même 14% qui se posent des questions, donc c'est vrai que là aussi, il y a un travail à faire. On en a parlé aussi aujourd'hui, je pense qu'on va en parler aussi ce soir, sur la communication, hein, sur la garantie de ce label, et à réexpliquer qu'est-ce que c'est que cette garantie. Donc ça, c'est important puisqu'on sait tous que quand même, c'était un label qui est très contrôlé. Et au niveau fiabilité, en plus en France, on est quand même assez élevé. Donc il y a cette communication aussi à faire sur cette garantie du label. Petite distinction aussi entre consommateurs et acheteurs, hein, sur la confiance et ceux qui pensent sur à l'avenir. Donc quels sont les consommateurs qui privilégieront le bio? Donc 60% pensent qu'à l'avenir, les consommateurs vont privilégier le bio, mais que 54% qui pensent que les acheteurs vont privilégier le bio. Donc autant voilà, ils ont très confiance aux idées des consommateurs. Les acheteurs, c'est un petit peu entre les deux. Donc là voilà, on en discutera tout à l'heure sur aussi la communication sur le label bio aussi auprès des acheteurs et auprès des consommateurs. Donc, en termes de produits à l'avenir, donc selon vous, quels produits dans les années qui avaient, dans les 3 ans, quelles catégories de produits vont se développer? Donc, on voit, je pense, dans la filière vin en général et donc dans le bio aussi, on suit les mêmes tendances. C'est vrai que les blancs, les effervescents, on en parle beaucoup, c'est des produits qui sont très demandés actuellement, hein. Les rosés, selon les producteurs, c'est plutôt des produits qui ont atteint peut-être une maturité. En tout cas, ça stagne un petit peu au niveau des marchés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est effectivement 35% des répondants pensent que les rouges sont des vins qui sont un petit peu en régression sur les marchés ou qui sont au niveau d'une stabilité au niveau des marchés. Et sur les nolos, donc 31% pensent que c'est des marchés qui vont progresser. Alors là aussi, hein, quand il y a un marché qui débute, qui commence, enfin en tout cas qui commence à vraiment avoir aussi une offre qui monte. Donc c'est vrai qu'il y a des pourcentages de croissance qui sont beaucoup plus importants quand on est sur des marchés matures. Mais effectivement, ça progresse aussi. Voilà. Sur les circuits de distribution, donc ceux qui ressortent en premier sur des évolutions positives selon les vignerons interrogés. Donc la vente directe, on en dira un mot tout à l'heure, hein, c'est effectivement un circuit qui est assez important dans notre filière. L'export, donc on le voyait aussi, hein, par rapport à on sent qu'il y a des opportunités qui peuvent se faire. Si au niveau du marché français, on a atteint un certain plateau, il y a des opportunités dans certains pays. On en a parlé aussi pendant ces journées de conférence. Les boutiques de producteurs aussi. Et les cavistes arrivent en 4e position par rapport à cette confiance d'évolution. On parlera aussi du circuit caviste avec Aude qui nous donnera son expérience aussi de la valorisation des vins bio dans le circuit caviste. Enfin, donc on a demandé à nos exposants, selon vous, voilà, quels sont les pays qui vous semblent être où il y aurait des opportunités à l'export. Donc, on a eu 133 propositions sur nos 200 répondants. Il y a 28% des répondants qui finalement savent pas trop. C'est vrai que c'est pas évident à dire quels sont vraiment les pays qui demain seront des pays très porteurs ou un petit peu plus porteurs. En tout cas, ce qui ressort en tête, c'est l'Asie, avec l'Inde et la Chine, selon nos exposants qui pensent
pense qu'il y a des opportunités. Alors, les États-Unis, donc c'était avant des éventuelles annonces du président américain. Donc ça c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de questions. L'Europe qui reste quand même une destination importante, et puis les pays nordiques en 4e position. Je ne cite pas tout, mais voilà ce qui est ressorti de l'avis de nos exposants. Alors bien sûr, on fait tous le constat qu'on est on traverse des périodes assez difficiles pour tous. Ceci étant dit, donc les vignerons ont une résilience, et les vignerons bio ont une résilience qui est assez impressionnante et forte. Et face à ces difficultés, il ne manque pas donc d'innovation. Donc on leur a demandé à quoi vous réfléchissez aujourd'hui pour demain. On a 65% des vignerons, donc un peu plus de la moitié, qui pensent développer aussi une offre no-touristique. On est sur des caves particulières, donc beaucoup ont la capacité aussi de pouvoir développer cette offre. Également diversifier ses offres de vin, donc revoir ses gammes, peut-être des produits un petit peu innovants qui collent plus entre guillemets aux besoins, aux souhaits des consommateurs. Et en 3e position, je ne vais pas tout citer, mais renforcer ou développer aussi une offre hors vin. Voilà, donc ça sous-entend aussi peut-être changer aussi peut-être de type de culture selon où on est. Il y a peut-être d'autres opportunités qui peuvent compléter les gammes. Voilà, donc en conclusion, on a un retour en tout cas sur ces vignerons en cave particulière, qui sont un peu de toutes les régions, qui représentent à peu près les exposants français du salon, qui montrent cet engagement et des vignerons qui sont convaincus aussi par leur démarche et engagement en bio, et qui a priori ne reviendront pas du tout sur ça. Et ça c'est très important aussi sur la pérennité et la stabilité de la filière bio. Donc qui ont quand même confiance en l'avenir, confiance en le label, confiance en nouvelles générations, qui voient aussi des opportunités en se diversifiant, en s'adaptant sur des nouveaux marchés. Voilà, une petite synthèse de cette enquête, et je laisse la parole à Magali pour prendre l'avis de nos invités. Merci. Merci Valérie, effectivement c'est super d'avoir les résultats de cette enquête qui, dans un contexte un peu morose quand même, marque la confiance des opérateurs du bio dans la filière et dans le bio, donc c'est super important. J'en profite pour m'adresser directement à toi, Aude, parce que tu es maître caviste et tu as un laboratoire dans ton magasin. Est-ce que tu pourrais nous orienter un peu sur finalement les attentes des consommateurs, ou nous dresser un peu un portrait du consommateur de vin bio pour qu'on le connaisse un peu mieux? Alors, le profil du client va changer aussi en fonction de où se trouve le caviste. Si c'est un caviste de centre-ville ou un caviste de périphérie, en province et peut-être en ville plus importante, les profils vont changer. On peut aussi partir du principe qu'à partir du moment où un consommateur rentre dans un magasin spécialisé alimentaire, il porte un soin particulier à ce qu'il va vouloir acheter. Et dans la continuité de ce profil, nous, on n'a pas de profil d'âge ou voilà. C'est un peu large aujourd'hui, les personnes qui veulent acheter du bio. Les jeunes sont complètement convaincus, mais le demandent même plus, tellement pour eux c'est presque une évidence. Sur les générations précédentes, et peut-être qu'ils le verbalisent un petit peu plus. Voilà. Alors que sur le profil jeune, l'achat est plus spontanément bio, mais ça fait tellement partie de leur référentiel, en magasin en tout cas, que c'est moins verbalisé. Un aspect de territoire et aussi de génération finalement dans ces attentes de consommateurs. Oui, mais tous les âges achètent du bio. C'est super, tant mieux. Karine, l'entreprise Gérard Bertrand est engagée dans le bio et dans la biodynamie depuis plus de 30 ans. Chez Gérard Bertrand, quelle est la vision du bio et de l'évolution des consommateurs bio? Alors, notre vision, c'est avant tout, on a approché la bio avec vraiment comme étant un pilier stratégique, avec une particularité, c'est qu'on est entré dans la bio avec la biodynamie, en particulier sur nos différents domaines. Et donc, ça a été une approche assez holistique, mais qui était avant tout avec un but vraiment très évident, qui était comment on fait de meilleurs vins. Donc, c'était vraiment pour nous, notamment la biodynamie et la bio, une voie d'excellence.
Donc ça, c'est important de le rappeler parce que avant de vendre un label, on est tous là pour faire de très bons vins, voilà, et les porter aux consommateurs. Et pour nous, on a vu que, notamment sur nos domaines, on a commencé par un domaine, on en a maintenant 17, donc on a plus de 1000 hectares certifiés en Déméter. Donc, avec évidemment le double label aussi bio, hein, qui va avec le label Déméter. Et on a vu en fait la progression finalement et des vins et puis l'impact aussi écologique. Donc, on est rentré avec cette vision, voilà, en se disant de façon immédiate que on allait faire de meilleurs vins, on allait révéler des terroirs. On a des vins avec des longévités, notamment des pH en fait, qui ont augmenté en fait, en passant avec ces pratiques culturelles. Et puis on a vu aussi des paysages, on a vu évidemment une biodiversité s'installer. Et là, au cours des années, en fait, on voit aussi un impact évident. On parle beaucoup de décarbonation. Et finalement, ça a été pour nous aussi une évidence que une des principaux moyens de décarboner, c'était d'avoir des sols vivants et d'aller créer de la matière organique. Donc ça, on a eu cette première approche en fait en biodynamie. Et ensuite, parallèlement, en fait, on a aussi développé le bio. Alors, à une époque, notamment il y a une vingtaine d'années, moi, j'ai eu la chance d'accompagner Gérard dans les premières introductions, notamment en fait en distribution de gamme bio. Donc, on a commencé avec le label AB, qui n'était pas si reconnu, en tout cas dans le monde du vin, qui commençait à l'être en fait dans l'alimentaire. Et on a vu petit à petit en fait cet éveil finalement des consommateurs. Bon, moi, je me rappelle avoir eu des panélistes bien sérieux qui me disaient il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Et on a vu dans ces années-là, évidemment, la bio croître avec des doubles chiffres de 20% par an en fait, de croissance marché. Donc il y avait une demande qui était là, qui n'était pas forcément en fait aujourd'hui avec une réponse produit et qui s'est installée petit à petit. Et dans ces 20 ans, on a vu une évolution du consommateur aussi de plus en plus averti et la bio qui arrive avec des réponses dans ce qu'on appelle pour nous des bio plus, hein, mais on voit qu'il y a des modes alimentaires comme vegan, des gens qui ne consomment plus de produits avec sulfite et on voit que la bio et le AB en fait est un superbe socle pour aller aussi proposer une offre finalement bio. Sans sulfite, vegan, voire des labels environnementaux. Au-delà dit, il y a une conscience chez les jeunes consommateurs aussi de l'impact environnemental. Donc on arrive avec des labels bio et bee-friendly. Donc on voit que finalement, ce consommateur, il est de plus en plus exigeant. Et en fonction de ses prismes et de ses mobiles d'achat, il se reconnaît vraiment bien dans cette offre qui s'est vraiment diversifiée. Voilà, donc c'est pour nous aussi une façon et un parti pris parce que la bio c'est avant tout une conviction. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui toutes les innovations, tous les nouveaux produits en fait qu'on porte sur les marchés, il y a un prérequis, c'est qu'ils sont bio. Voilà, donc on va aller travailler sur des nouvelles catégories comme les vins oranges. On parlait des tendances, voilà, mais aujourd'hui si le rouge décroît, le vin rouge léger, lui, est en pleine croissance. Donc et on voit que le bio est un support finalement à toutes ces tendances. Voilà. Merci Karine pour cette confiance dans un rayon bio qui s'installe et qui continue de se créer ces perspectives. Peut-être pour le rappeler, Nicolas, est-ce que tu pourrais nous reprendre les principaux chiffres et les repères sur la distribution du vin bio en France ? Alors c'est vrai que le vin bio aujourd'hui a vraiment une vraie spécificité dans sa distribution parce que on va dire le principal canal de distribution, c'est la vente directe. Il y a aucun autre produit biologique, aucune autre filière qui peut se targuer d'avoir quasiment 40% de sa distribution en vente directe. C'est ce qui fait sa force aujourd'hui et et le fait qu'il continue de progresser alors que la filière vin baisse. Donc on voit aussi les cavistes qui sont aussi très performants avec 11%. Et ça fait partie des deux catégories qui continuent de progresser. On voit là, par exemple, à contrario, la grande distribution qui est très peu représentée et qui, elle, est en baisse. En fait, ce qu'on peut vraiment en déduire, c'est que quand il y a quelqu'un pour expliquer ce qu'est le métier de vigneron bio, expliquer ce qu'est la viticulture biologique, en fait, le consommateur est hyper réceptif et passe à l'acte d'achat. Donc finalement, on a une chance d'avoir des circuits de distribution majoritaires qui sont une aubaine pour la pédagogie sur le bio, avec à la fois la vente directe et les cavistes qui sont d'excellents prescripteurs et qui passent de bons messages. Est-ce que, du coup, Aude, dans le discours que vous avez avec vos clients, enfin avec tes clients, est-ce que c'est
y a des attentes particulières, un travail de pédagogie particulier sur le bio? Est-ce que voilà, il y a un Alors, argumentaire? c'est vrai que nos clients, alors derrière chaque bouteille vendue chez un caviste, il y a un caviste. Donc ça, c'est important de dire que chaque bouteille est portée par le caviste et donc est plus ou moins conseillée en fonction de l'acte de vente, mais quand même énormément. Il y a une grosse valorisation aussi de la chaîne humaine. Le caviste va régulièrement connaître son vigneron et en parler. Et il y a un peu du message de « je te vends un vin bio » de quelqu'un qui va donc prendre soin de toi, de ta santé, de ton environnement. Et ça, c'est un message qui compte. On remet du coup de l'humain aussi dans cette démarche, une sorte de bienveillance un peu élargie, qui fait du bien dans le monde d'aujourd'hui. Et oui, on va parler du bio, de l'agriculture, de ce que ça investit de la part du vigneron et des bienfaits que ça va porter sur le vin, parce que je pense qu'on est tous ici convaincus pour dire que ça a un vrai impact sur l'environnement, mais sur le produit aussi que l'acheteur va du coup déguster. Donc ça, on fait beaucoup de pédagogie. Et on en parlait entre nous aussi avant, et ça demande encore beaucoup de pédagogie. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue à travailler. Et quand on fait de la pédagogie, ça fonctionne bien, apparemment. Donc, si je comprends bien, c'est aussi une pédagogie sur toutes les valeurs qui vont au-delà du vin. Il y a le travail qui est fait bien sûr sur le vin, mais aussi sur tous les impacts positifs du bio sur le vin. Oui, sur la biodiversité que ça va créer, sur les impacts que ça va avoir dans l'environnement, etc. On s'aperçoit quand on discute avec le consommateur que c'est quelque chose, il veut une consommation propre. C'est-à-dire que le fait que je consomme doit abîmer le moins possible mon environnement. Ce sont des valeurs auxquelles les gens sont de plus en plus sensibles quand même. C'est une adhésion à un système de valeurs. Oui. Et du coup, je rebondis et j'adresse la question à Karine. Voilà, on a bien compris que le bio, la biodynamie, ça fait partie des valeurs initiales des vins Gérard Bertrand. Du coup, quelle est la place du vin bio aussi dans l'élaboration des vins et dans l'intégration de ces valeurs-là dans les vins? Alors c'est intéressant parce qu'en ayant travaillé en premier la biodynamie, ça nous a appris à nous passer aussi de pas mal de choses. Notamment, en fait, on a pu avoir cette innovation des vins bio sans sulfite parce qu'on a travaillé en biodynamie, qu'on a appris à se passer en fait du soufre dans l'élaboration. Donc c'est un formidable champ exploratoire pour nous. C'est aussi avoir un autre regard sur la nature globalement. Donc encore une fois, c'est une approche très très holistique. Et quand on est en fait dans cette approche aussi qu'on a déclinée sur la bio en fait de façon générale, on a une attention finalement à l'environnement qui est tout à fait différente. On a une attention, on va le dire aussi aux collaborateurs, parce que c'est aussi, on dit que c'est produire des produits qui sont plus sains, sans intrants, etc. Mais c'est aussi avoir un autre regard et une autre préservation des collaborateurs, ça on en est aussi convaincus. Donc c'est cette approche un petit peu, faire de la bio, c'est aussi cette approche holistique qui nous permet à la fois de faire des meilleurs produits, d'avoir aussi un regard un petit peu différent sur le consommateur et ses attentes. Donc c'est une approche un peu plus sensible. On va aller aussi par la bio répondre à des signaux qu'on appelle un peu faibles en fait en marketing, mais qui sont devenus, on l'a vu en fait au cours de ces dernières années, des mobiles d'achat forts. Et on a une vision aussi pour nous qui nous oblige un petit peu, en étant dans le monde du vin, qui nous se dit qu'on n'est pas un produit nécessaire à la survie de l'espèce. Autant qu'on peut faire peut-être des compromis, et encore quand on est en fait en agriculture sur des produits alimentaires, autant sur le vin, chez Gérard Bertrand, on a vraiment la conviction qu'on a le devoir de bien faire. Donc le bien faire, on le disait, c'est pas être activiste complètement ayatollah, etc. C'est pouvoir accompagner ses collaborateurs, les consommateurs, nos producteurs aussi partenaires vers une voie de transition, d'amélioration. On a très clairement choisi cette voie du bio, donc on se mesure chaque année sur notre progression de la part bio dans notre portefeuille, dans nos ventes, le nombre en fait de personnes et d'hectares qu'on arrive à contracter.
On a des programmes comme ça aussi qui sont vraiment, en fait, pour moi, encore une fois, je me lève le matin, j'ai du sens dans ma vie, en fait. Je sais qu'on est capable de faire des projets de territoire, voilà, en partant du vin bio. On a un projet notamment dans les Cévennes avec des caves coopératives, je citerai Héraclès, il y en a d'autres aussi, mais sur lesquels il y a des vrais projets d'impact de territoire en produisant des vins bio et befriendly. Petit à petit, producteur par producteur, on a remembré quasiment 1000 hectares. Et donc, on a une vallée qui est complètement, en fait, avec projet de territoire, où non seulement, effectivement, on fait du bio, on fait du befriendly, mais il y a un GU2E qui, maintenant, en fait, a des actions environnementales qui sont fondamentales, notamment sur la gestion de l'eau, l'agroforesterie. Voilà, donc, on sent vraiment, en fait, l'impact qu'on peut avoir, à la fois sur les personnes, qui sont aussi très, très mobilisées, en fait, forcément, par ces projets, sur le territoire. Et puis, il y a un message très positif aussi que je tiens à passer, c'est que c'est aussi une voie économique viable. C'est-à-dire qu'on questionne souvent le bio, on fait du bio-bashing, on nous a souvent dit le consommateur rejette les produits bio. Pas tant que ça. Là, on voit sur les derniers chiffres que dans la bio, le vin bio d'ailleurs commence en fait à reprendre un petit peu du poil de la bête dans les chiffres, donc on est très content de ça. Et puis, c'est aussi une voie de différenciation aujourd'hui. Donc, on posera la question après de comment le communiquer voilà, de façon convaincue et la plus ample possible. Mais aujourd'hui, notre portefeuille bio, c'est de la croissance. Très clairement, c'est du chiffre d'affaires dans un marché qui est plutôt atone, donc, et qui est plutôt récessif. Donc voilà, on y voit aussi une voie de performance économique. Oui, parce qu'on peut faire le produit le plus vertueux du monde, s'il n'est pas vendu, il fait vivre personne sur le territoire. Effectivement, c'est quelque chose qui mérite d'être rappelé, même si c'est la base. Et puisqu'on parle des territoires, voilà, je reprends. On est ici en Languedoc-Roussillon, donc voilà, je reprends la question. Peut-être Nicolas, est-ce que tu pourrais nous rappeler les grands chiffres de la filière vin bio du Languedoc-Roussillon, histoire qu'on puisse aussi pousser l'enthousiasme après la conférence. Oui, bien sûr. Oui, la filière vin bio en Languedoc-Roussillon, c'est comme je le disais, enfin surtout en Occitanie, c'est la première région française avec près de 60 000 hectares qui sont cultivés en bio, donc ça comprend les conversions et les vignes certifiées, donc on représente à peu près 35% des surfaces françaises. Donc oui, une région ultra performante, on peut vraiment s'en vanter. Donc on représente 23% des surfaces des vignes. Et aujourd'hui, voilà, on produit quasiment 1 700 000 hectos de vin bio. Et ça sur à peu près 2,5 millions en France. Donc seulement 35% des surfaces. Mais en termes de production, on va dire, on est très performant. Est-ce que du coup... Aude, c'est quelque chose qui ressort dans l'environnement ou dans la sélection des cavistes pour le bio. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce qu'il y a certains vignobles qui sont plus... Oui. Alors, le premier avantage pour nous cavistes à mettre des vins bio en avant, et je vais faire un petit... c'est qu'effectivement, quand on recrute des jeunes, ils ont besoin d'adhérer à l'éthique d'entreprise. Et à travers nos sélections plus en bio, etc., ça fédère et ça adhère plus facilement. Donc, on peut peut-être même faciliter un poil nos recrutements. Quant au niveau des ventes, on s'aperçoit que sur certains vignobles qui sont plus en difficulté, le renouveau passera par le bio. Je pense à Bordeaux en ce moment, qui est une région qui souffre beaucoup. On s'aperçoit que dans nos rayons, le fait de vendre des produits bio, et puis du coup, à travers le fait que ce soit bio, de reparler de cépages, de vignerons, de terroirs, parce que quand on parle du bio, on parle de tout ça, eh bien, ça peut aider. Enfin, je pense que le renouveau d'appellations en difficulté passera par là. C'est assez clair que les vins qu'on arrive facilement à vendre passent par là. Et sur le Languedoc-Roussillon, qui est plutôt bien représenté chez les cavistes de manière générale, particulièrement dans la Maison Legrand, mais de façon historique, puisque ça a été très longtemps notre plus grosse vente, les vins du Languedoc-Roussillon, où l'offre de bio est donc effectivement hyper easy à tous les prix. Voilà.
Donc ça permet d'avoir une offre riche. Ce qui est très marrant, ça t'avait plu cette petite phrase, c'est que, entre autres sur le bio, les gens qui achètent des bouteilles à moins de 25 € posent beaucoup de questions sur comment c'est fait. Et c'est vrai que quand on achète des très grands crus pour tomber dans l'extrême inverse, les gens ne posent plus de questions. D'accord ? Si j'achète un très grand cru chez un très grand vigneron et que donc je le paye très cher, de fait, c'est fait comme je l'imagine que ça doit être fait pour être bon. Voilà. Donc ça, c'est petite parenthèse, mais on a beaucoup de questions quand même sur ce que les gens vont consommer, sur comment c'est fait, pourquoi, comment, etc. Donc les gens ont besoin d'être nourris là-dessus aussi. Voilà. Donc on en revient toujours à ce travail de pédagogie et puis pour rebondir aussi sur la confiance, finalement, cet avantage quand on a du bio de pouvoir avoir un discours, des histoires à raconter et de quoi nourrir le consommateur qui est en attente de questions. Et je reviens sur le Languedoc, c'est un peu l'obsession. Mais du coup, voilà, l'entreprise Gérard Bertrand, c'est des racines languedociennes bien assumées. Est-ce que, justement, c'est un avantage d'être languedocien pour vendre du vin bio ? Je retourne la question dans un sens un peu différent. Mais... Oui, tout à fait. Bah oui, le premier avantage, en fait, c'est qu'on a accès au plus grand sourcing mondial. Donc, on le dit assez peu, mais on est la plus grande région viticole bio. Voilà, au-delà d'être la plus grande région viticole mondiale, en fait, en tant que telle. Donc, ça, c'est un avantage. Pourquoi ? Parce qu'on a accès à un sourcing qualitatif, diversifié. On est capable, encore une fois, de produire tous les catégoriels, en fait, du rayon vin. Et on est capable aussi... on connaît maintenant en fait, des aléas climatiques. Le fait de travailler comme ça aussi sur une grande région viticole bio, ça nous permet, quand il y a un petit incident quelque part aussi, de pouvoir continuer à avoir un sourcing qualitatif et garder des profils vins avec une même garantie pour les consommateurs. Donc ça, voilà, c'est nulle part ailleurs qu'ici. On va le faire en toute humilité parce qu'on appelle plus de facilité aussi dans notre région à faire de la bio qu'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça. Et on en tire parti. Donc ça appelle aussi à être ce bio en fait une source de différenciation, notamment quand on va aborder les marchés export. Et là, on voit que on en est encore sous la pédale. C'est des marchés qui sont encore relativement peu développés. Et on a des super players qui sont au Chili, Santa Emiliana, on en a un petit peu en Californie. Mais personne, encore une fois, avec notre garantie aussi de labellisation. C'est-à-dire qu'on fait une bio qui peut paraître des fois un peu contraignante, très administrative, très contrôlée, très encadrée. Et merci, parce que ça, c'est une vraie garantie en fait pour les consommateurs. Donc là où, dans d'autres pays, on se dit, tiens, je fais du sustainable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est quoi la garantie dans le produit ? C'est quoi dans la garantie en fait pour la biodiversité ? Elle est quand même relativement assez légère. Où il y a des applicatifs qui sont quand même beaucoup plus souples. Voilà. Donc nous, on a quand même la chance de pouvoir porter aux consommateurs des produits de qualité avec régularité. Accessible. On est capable aussi de pousser cette bio en fait dans des notions d'excellence. On le dit assez peu, mais c'est vrai que tu en parlais. On attend que des grands vins forcément qu'ils aient toutes ces allégations. C'est vrai que la Romanée Conti ou Pétrus, oui, ils sont faits en bio et en biodynamie. Donc, c'est forcément pas la première chose qu'on raconte quand on prend ces belles bouteilles, mais c'est aussi, encore une fois, on le rappelle, une voie d'excellence. Donc, vous voyez, en fait, tous les atouts qu'on peut avoir aujourd'hui en étant dans le Languedoc-Roussillon, avec ce sourcing, cette réponse aux consommateurs et cette garantie de fiabilité aussi, d'avoir des produits sains, vérifiés. Et voilà, donc ça, on a pour nous, en fait, un boulevard, notamment à porter maintenant à l'export, parce que je pense que la France, on a fait le travail. Alors, la France, il faut qu'on résiste un tout petit peu, parce que de temps en temps, je trouve qu'on manque un petit peu de conviction. Alors, pas souvent chez nos amis cavistes qui ont la chance de porter la bonne parole aussi aux consommateurs et sommeliers, mais la distribution a tendance de temps en temps aussi à prendre des positions de repli en fait sur cette question du bio. Et c'est vrai qu'on attend qu'il y ait des positions peut-être un peu plus fortes, un peu plus assumées, parce qu'on voit des linéaires qui se réduisent. Et voilà, et je pense que c'est une garantie de base en fait à apporter aussi aux consommateurs aujourd'hui. Finalement, un double avantage, un double bénéfice au bio, un avantage pour la vente, mais aussi un avantage du bio France qui a une fiabilité pour le consommateur importante. Est-ce que, Aude, cette valeur du bio, elle se retrouve chez tes clients Est-ce que... Oui, alors on dit souvent qu'on peut raconter ce qu'on veut.
alors nous particulièrement, cavistes, on peut raconter à peu près ce qu'on veut à nos clients. Un label, c'est concret. Ça a été vérifié, ça a été contrôlé. Voilà. Et donc, c'est une référence, ça rassure, ça cadre, et on sait, et on peut donner des chiffres. Oui, il y a des choses qui sont possibles dans le bio, mais il y a des limites autorisées quand même, et qui sont très claires et qui sont quantifiables. Voilà. Donc, nous, c'est un discours qu'on peut avoir aussi en tant qu'acheteur auprès des vignerons, quoi. Tu peux me raconter ce que tu veux. Si tu n'es pas labellisé, je n'ai que ta bonne parole et je peux pas me baser que sur la bonne parole de tout le monde. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on dit aux vignerons. Bah, si tu fais le taf, fais-toi labelliser et comme ça au moins il n'y a plus de discussion possible. Sans parler que on a quelques confrères cavistes qui eux ne référencent que des produits labellisés bio. Hein. On en a quand même quelques-uns. C'est pas complètement insignifiant. Voilà. Et surtout qu'une fois de plus, maintenant, on peut rentrer du bio à tous les prix, hein, quasiment du plus petit. On commence assez bas quand même. Ça popularise beaucoup l'accessibilité au bio. Ça fait une vraie sécurité et ça permet aussi d'avoir des gens qui s'engagent uniquement sur ces labels-là, donc avec une vraie attente finalement. Oui, et le consommateur est noyé d'informations. Surtout concernant le bio, hein, on voit bien que ce sont des valeurs qui sont reprises à travers des couleurs, à travers des mots. Il y a parfois un peu de brouillard, je trouve, autour de la communication. Donc communiquer sur un label et le préciser, eh ben, ça évite ces espèces de récupération, on va pas dire frauduleuse, mais en tout cas un peu tendancieuse. Voilà. Des grands labels qui mettent du vert partout et qui vous parlent de terroir en espérant que ça va faire passer ce qui n'est pas du bio. Voilà. Donc l'avantage du label, et on le redit, et en France il est très contrôlé et c'est un vecteur de qualité, ça permet d'avoir quelque chose de très quantitatif et très fiable. Alors effectivement, les valeurs importantes qui sont sécurisées via la certification, mais des valeurs quand même. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous rappeler les valeurs fondamentales du bio, de la bio ? Oui, et comme le disaient Aude et Karine très bien, avant tout, c'est cette certification. Cette certification, elle est hyper importante. C'est elle qui va certifier au consommateur que c'est vraiment un vin bio. Derrière cette certification, il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges qui est respecté, qui est porté par toute une filière. Voilà, et ce cahier des charges, il est aujourd'hui garant de ce mode de culture. Et en fait, voilà, cette agriculture biologique, en fait, aujourd'hui, c'est la seule pour nous qui est vraiment, qui peut se targuer de préserver la biodiversité, les ressources en eau, mais aussi la santé du consommateur et avant tout la santé des vignerons. Et on aime à dire à Sud Vin Bio que des fois, dans toutes ces vagues de conversion, il peut y avoir des vignerons qui viennent un petit peu par opportunité financière, on va dire, plus vraiment aujourd'hui, mais il y a quelques années en arrière, mais qui finissent par rester en bio par conviction. Donc quand on commence à travailler en bio, on y trouve souvent un intérêt, on voit les effets que cela produit dans son environnement et on continue à travailler de cette façon-là. Et avant tout, parce que nous n'utilisons jamais de produits chimiques de synthèse, que ce soit dans les traitements en vigne ou dans les engrais. Donc c'est vraiment des arguments massus, très très clairs et très faciles à dérouler. Karine, est-ce que, à ton avis, c'est des avantages qui sont suffisamment intégrés au niveau des ventes ? Alors oui, alors peut-être pas encore assez communiqué, hein, donc c'est vraiment notre challenge aussi que de porter tous ces bénéfices, qu'ils soient sur le produit en fait ou environnementaux. Mais dans le premier devoir d'avoir un produit sain porté au consommateur, mais là on matche toutes les cases. Et ensuite, on a un boulevard aussi de communication aujourd'hui sur l'impact, notamment on entend beaucoup parler de la décarbonation, donc on nous dit souvent de voyager moins, de recycler sa bouteille, etc. Mais si on veut vraiment se mobiliser,
il y a là cette fameuse règle dont vous avez certainement entendu parler des 4 pour 1000, qui fait que si on arrive à créer en fait de la matière organique aujourd'hui à cette hauteur-là, on arriverait à résoudre en fait les problèmes en fait de carbone mondiaux. Donc la vie des sols est essentielle. Donc aujourd'hui, c'est souvent et pas encore assez communiqué, mais faire un choix aussi, à un moment donné, de se porter sur un produit avec un label bio, c'est aussi de se dire qu'on participe globalement aussi à cet impact environnemental. Donc c'est à nous aussi de faire nos consommateurs, en fait, des consommateurs éclairés. Et il y a quelque chose d'assez intéressant, je ne sais pas si vous avez vu Jacques Attali qui a publié en fait un livre qui s'appelle L'économie de la vie. Donc l'économie de la vie, c'est en tant que consommateur ce qu'on investit en fait pour le futur. Donc c'est par exemple faire le choix d'énergie renouvelable, et donc c'est la dépense qui va faire qu'on va vivre bien dans un bon environnement dans le futur. Et il oppose à ça l'économie de la mort, c'est-à-dire le principe en fait de consommer des choses un peu rapides avec des profits rapides, etc. Donc pour nous, le vrai challenge avec le consommateur, c'est de dire que le consommateur a le pouvoir aujourd'hui faire des choix vraiment très très importants, juste aussi en choisissant une bouteille ou un produit qui est produit de façon saine. Donc voilà, c'est aussi redonné par la bio en fait, finalement une façon aussi pour le consommateur d'exprimer du sens et puis sa conviction aussi qu'à un moment donné on peut impacter l'avenir. Donc voilà, il y a toutes les échelles. Nous, metteurs en marché, on a notre regard aussi et notre devoir, la distribution aussi. Mais on l'a dit, Nicolas, tu l'as dit aussi, hein, c'est un métier de conviction. Donc aujourd'hui, par rapport en fait à cette question des bénéfices du bio, c'est vraiment important pour nous maintenant de se mobiliser pour dire aussi que c'est vraiment quelque chose qui nous engage aussi pour le futur et que la bio est une façon d'accompagner un futur beaucoup plus agréable. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous recommanderais alors concrètement pour communiquer sur cette économie de la vie, sur ses bénéfices, sur ses valeurs ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que on a entendu par exemple, éventuellement un éventuel démembrement de l'agence bio. On a quand même beaucoup d'interprofessions. Voilà, Nicolas est président, vice-président, donc qui sont là. On a des interprofessions aussi vin. On a des metteurs en marché, des syndicats aussi de la distribution. On a nous-mêmes en fait, en tant que metteurs en marché, notre devoir. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est reprendre un petit peu la parole sur ces sujets-là et de façon très ludique. On a par le passé, on avait le printemps du bio, hein, où au niveau national, en fait, on se mettait aux couleurs du bio. On redescendait des opérations qui étaient à la fois des opérations d'éducation. Donc ça, c'est important aussi, hein, de pouvoir apporter ce message. La presse, les médias, en fait, étaient en soutien de ces opérations. Il y avait également des opérations commerciales dans les différents réseaux. Et c'était l'occasion aussi de thématiques, de rencontres aussi, parce que c'est important aussi de créer ce lien social qui est vraiment inhérent, en fait, et très, très ancré dans nos métiers autour du vin. Et de réapporter aussi une culture justement du vivant et de la vie, mais par des opérations massives de communication pour moi et dont on est tous responsables collectivement. Finalement, on n'attendra pas l'agence bio pour le faire, il faut que chacun se prenne par la main. Oui, il faut qu'on se mobilise. Oui, c'est vraiment l'appel que j'aimerais faire aujourd'hui, hein, c'est de reprendre en fait la conversation et d'expliquer pourquoi c'est mieux et en tout cas pourquoi c'est la voie pour nous en fait de transition aussi vers un avenir beaucoup plus agréable. Donc, et en cultivant les valeurs du vin, hein, culturelles et de liens sociaux. Et on dit que le vin, c'est souvent le lien entre les hommes, mais c'est aussi le lien avec la nature. Donc c'est une belle cause en tout cas à porter. Oui, tout à fait. Merci pour ce message d'enthousiasme. Aude, on a vu que vous, en tant que caviste, hein, vous avez globalement, hein, les cavistes, vous avez un pouvoir de prescription et des capacités pédagogiques justement qui sont importantes. Concrètement sur ce circuit-là, qu'est-ce que toi tu préconises pour améliorer cette communication, cet engagement et le diffuser finalement Oui, alors qu'il y ait des échanges avec les vignerons ou les interprofessions pour qu'on soit toujours dans ce travail de pédagogie, nous en avant en termes de formation, pour bien comprendre, parce qu'on n'est pas viticulteur, hein, donc on sait beaucoup de choses, on communique beaucoup avec la chaîne de production, mais néanmoins, ça peut nous demander toujours beaucoup plus de pédagogie pour après pouvoir transmettre la bonne parole. Et on voit qu'elle passe plutôt bien sur les commerces de proximité et de vente individuelle. Voilà, donc remettre de la pédagogie,
remettre effectivement de la communication sur les effets macro-positifs du bio. C'est ce qu'on disait quand on préparait la réunion. Quand je suis viticulteur et que je fais du bio, je fais aussi du bien aux gens qui consomment pas de bio, en fait. Ça va bien plus loin que nos propres... donc il faut le dire, il faut transmettre du message aussi positif. Je pense que dans le contexte actuel, ça fait aussi du bien. Et à travers le bio, il y a beaucoup de messages positifs à faire passer. Voilà. On pourra peut-être prétendre à se faire rembourser un petit peu par la sécurité sociale, peut-être si on poursuit le projet loin. Non, mais pour dire, voilà, c'est un vigneron qui fait du bio, il fait du bien à ses salariés, à lui-même, au consommateur final, mais aussi aux gens qui sont autour, et ça, c'est important. C'est important de le redire. Donc oui, reprendre tous les créneaux de pédagogie possibles et imaginables à chaque étape de la filière. Super formule, un vigneron qui fait du bio, il fait du bien. Et donc je note aussi finalement peut-être des synergies à créer sur la formation et sur le déploiement des argumentaires sur les bénéfices globaux du bio. Nicolas, du coup maintenant je m'adresse à toi parce que communication institutionnelle, interpro, est-ce que tu pourrais nous brosser un tableau des actions de communication et des synergies qui sont faites ou qui peuvent être envisagées justement pour entamer ce travail, le poursuivre? Alors c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de l'agence bio, mais l'agence bio pour nous c'est vraiment un porte-drapeau de l'agriculture biologique. Bon, on a tous entendu leur campagne Bioréflexe qui a été très bien faite, bien portée. Nous en région avec Interbio Occitanie, on a repris cette campagne-là. On a investi beaucoup d'argent, mais voilà, c'est une campagne qu'on a développée et je pense qu'il a eu son impact. Après, au-delà de ça, nous, à Sud Vin Bio, avec les moyens qu'on a, par exemple, on a créé la fête du vin bio qui reste sur la métropole de Montpellier, mais qui s'adresse vraiment aux consommateurs. Il y a, voilà, après, on est aussi, nous tous, comme le disaient mes collègues, voilà, on est tous acteurs de la filière et donc porteurs de messages auprès des consommateurs. C'est à nous, les premiers acteurs de ce métier-là, de porter ces messages et de convaincre les consommateurs et d'expliquer notre métier et comment est fait ce vin biologique, qu'est-ce que la viticulture biologique et expliquer ses bénéfices. Il n'y a plus qu'à dérouler. Bon, merci en Exactement. tout cas. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On a des questions. Super. Bonjour. Donc, moi, je suis exposant de Bordeaux. Il en faut un peu. Donc, j'ai une question surtout sur la segmentation en magasin, parce que c'est parfois pas évident. Nous, on a trois propriétés qui sont certifiées en bio et en biodynamie depuis assez longtemps. Mais on appartient aussi au milieu des crus classés de Bordeaux. Et donc, parfois, on a des échanges avec des distributeurs pour savoir si le distributeur, à la fin, va nous placer au niveau des crus classés dans son magasin ou s'il va nous placer au niveau des vins bio. Alors déjà, c'est un choix que l'on peut faire. Nous, on est fiers d'être les deux. Mais la question qu'on se pose parfois, c'est est-ce que c'est davantage de vins bio qui vont venir au fur et à mesure s'ajouter au rayon des crus classés et des grands vins, quels qu'ils soient, ou bien est-ce que c'est un rayon bio qui va vraiment s'étendre et avec une segmentation de prix qui va aussi évoluer et diversifier un peu cette offre de vin? Je pense que chez les cavistes, on s'aperçoit qu'en termes de rangement et de segmentation, il y a peu de rayons. On met peu les bio d'un côté, les pas bio de l'autre, etc. À partir du moment où on ne classe pas, qu'il n'y a pas de région de nommer, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et que, surtout sur la jeune génération, les rangements, les typologies de rangement peuvent être un peu plus variées que ce que j'ai connu au début de ma carrière, où on était très
couleur région, hein, grosso modo. Là, chez les jeunes, ça peut se ranger par typologie de vin, les typés apéritifs, les typés... Enfin, voilà. Donc, les vins entre amis, j'ai vu des rangements très, très diversifiés. Me concernant, j'ai toujours refusé de faire des catégories. On s'aperçoit qu'il y a des vignerons qui ne sont pas bio au début, puis qui s'installent, et puis qui avancent, qui veulent devenir, puis pour plein de raisons, ils prennent leur temps, et c'est très bien aussi. Tous les vins qui ne sont pas en bio, même si je crois profondément au label, ne sont pas forcément mauvais non plus, et seront certainement, on l'a vu dans un des petits camemberts, destinés à devenir bio aussi. Donc on ne veut pas... J'aime pas trop les chapelles de manière générale. Donc voilà. Au niveau de Bordeaux, il y a un gros travail à faire. Pour moi, la plus grosse faiblesse de Bordeaux, c'est qu'à tous les niveaux de la filière, il n'y a plus de vendeurs de Bordeaux. Voilà. Donc déjà, parlons de Bordeaux, parlons de cépage, parlons de terroir, parlons-en, et après, est-ce qu'on range en bio ou en cru classé, je ne sais pas. Mais par contre, je pense que vraiment, le vecteur bio rassure sur une région qui a pu un peu s'éloigner du consommateur final. Donc ça reviendra par ce label-là en partie. Évidemment, ça ne fera pas tout. Mais surtout, revendons. Voilà, ça manque terriblement de vendeurs. Reparlons de cette région-là, resituons-la sur la carte de France. Et voilà. Et effectivement, choisir, c'est renoncer. Donc, si vous choisissez plutôt d'être rangé chez les bio plutôt que chez les crus classés, et ça, ce rangement, cette typologie de rangement arrivera peut-être plutôt dans les grandes surfaces. Et là, il faudrait s'adresser plutôt à quelqu'un du secteur. Ça va dépendre de la sensibilité du consommateur, mais je pense que le bio est un vrai secteur. Cru classé, est-ce que le consommateur sait à quoi ça correspond? C'est peut-être un petit peu plus flou dernièrement. Voilà. Peut-être Karine, si tu avais un choix à faire pour être classée, est-ce que tu préférerais... Alors dans la série, on a tout essayé. On a commencé il y a 20 ans. Voilà, il n'y avait absolument pas de segmentation en fait, du bio. Donc on a essayé effectivement une implantation en fait, vraiment dans le rayon bio. Donc on a pu voir qu'on avait, encore une fois, à cette époque-là, une catégorie de consommateurs qui était vraiment avec ce mobile très, très axé santé et qui, du coup, en fait, trouvait une réponse. On a perdu en termes de catégoriel aussi, en étant isolé dans le rayon bio, parce que, encore une fois, on est assez convaincu en fait, qu'on vient avant tout pour proposer un très bon vin qui, en plus, en fait, est bio. Donc, c'est ce que vous disiez, enfin, le primordial, en fait, c'est de rassurer à la fois sur la qualité des vins, toute l'histoire aussi qui lui est attachée. Vous avez certainement une histoire magnifique à raconter sur vos propriétés. Et aujourd'hui, on voit qu'on gagne plus de consommateurs en étant rangé dans un rayon en fait, conventionnel, sur lesquels on arrive par contre à faire apparaître ce positif. Et ça, des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est à nous de faire le boulot sur le pack. C'est à nous de faire le boulot aussi, en fait, tout autour, en fait, par les actions, pas simplement de merchandising, mais ce qu'on peut raconter aux consommateurs avec le digital, des masterclass, l'éducation dont on parlait tout à l'heure. Donc, j'aurais tendance à dire qu'à moins d'être vraiment dans des réseaux SP, donc là, il n'y a même plus de questions, voilà, on revient sur une segmentation bio. Il y a certaines enseignes qui sont aussi très... entre guillemets valide. Donc là où en fait où il y a des rayons bio en fait vraiment très vraiment très large, je veux dire en assortiment, tenter la double implantation parce que vous pouvez la justifier. Vous voyez, donc voilà, et quand les rayons bio sont pas très très importants dans les magasins, plutôt aller dans le rayon vin parce qu'on sait qu'on recrute plus large des consommateurs qui vont se laisser faire juste par l'histoire, une appellation, etc. et qui vont comprendre peut-être après le bonus du bio et certains qui vont systématiquement chercher le bio et qui savent très bien se repérer avec les petits labels. Donc voilà, c'est un petit peu la réponse là avec 20 ans d'expérience, mais franchement on a tout vécu. Hein. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Oui, bonjour, moi je suis Frédéric Rose, je suis journaliste à la revue Vitis Bio, une revue spécialisée sur la viticulture biologique. Je voulais juste éventuellement qu'on aborde rapidement la question du vrac.
savoir qu'est-ce qu'on dit aux vignerons bio qui ont du vrac immobilisé, qui n'arrivent pas à le vendre. Alors je ne sais pas vous, Gérard Bertrand, est-ce que vous continuez d'acheter un peu de vrac, ou pas? Et sinon, qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'il faut vraiment trouver d'autres débouchés bouteilles ailleurs? Est-ce qu'il faut arrêter d'en faire? Qu'est-ce qu'on dit à ces producteurs? Alors, une réponse, nous effectivement, oui, on a des contrats et donc on a des collaborations effectivement avec des producteurs. Donc encore une fois, nous c'est des segments en fait qui sont en progression et en croissance dans notre portefeuille. Après, on le fait à l'échelle. On peut être considéré comme gros parmi les petits, mais on est très petit parmi les gros. Donc je pense que les solutions, elles sont aussi parce qu'on a beaucoup poussé en fait les producteurs à se convertir au bio. On a eu des démarches positives, notamment avec des cahiers des charges qui ont été portés d'ailleurs pour Sud-Vin Bio en fait en CAB, en conversion agriculteur bio, qui nous permettait de valoriser un petit peu plus en fait que le conventionnel pendant les années de transition en fait et de conversion. Donc on a demandé aux gens effectivement de se convertir en bio et maintenant en fait on voit effectivement que c'est dur, on ne va pas se le cacher. Donc l'idée pour moi en fait, je sais pas, Nicolas, tu auras certainement une vision complémentaire aussi au niveau de la production, mais c'est qu'il faut résister un petit peu et serrer les ailes. Et quand je dis que c'est vraiment une mobilisation totale en fait des metteurs en marché pour pas faire de bêtises non plus sur la valorisation. Parce que sinon, il y a quelque chose dont on est un peu persuadés d'ailleurs tous les trois, c'est qu'on peut s'en sortir que par le haut dans notre métier. Donc, il ne faut pas se laisser aller avec des effondrements, des choses vendues en fait à la casse, etc. Donc c'est à nous, metteurs en marché, avec la production et aussi du coup la distribution. Moi, je pense qu'il peut y avoir des actions fortes de filière, volumiques aussi, des actions qui ne sont pas simplement en France, mais qui sont aussi avec des grands opérateurs étrangers, qu'on peut mobiliser justement parce qu'il y a des projets de territoire forts. Ils sont ici dans le sud, mais ils sont aussi dans d'autres régions. Et donc ça, il faut réattirer l'attention des grandes enseignes qui peuvent aussi bouger un tout petit peu de volume, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui, pour déjà faire des choix. Je me disais, j'attends d'avoir le bonheur d'entendre une fois une stratégie qui dise clairement, moi, enseigne, je m'engage à avoir tant de pourcents de vin labellisé bio en fait, dans mon rayon. Et donc sans sacrifier à la qualité, avec la vraie exigence du métier d'acheteur, mais qui aussi se porte sur des actions filières qui vont regarder les projets de territoire qui sont très forts environnementaux et qui viennent alimenter aussi tous ces programmes de RSE en fait finalement de ces clients et enseignes partenaires. Donc on attend aujourd'hui une mobilisation globale aussi de la partie distribution sur ces sujets-là. Donc, et on essaie de la provoquer, très honnêtement, on a des conversations et certaines, on a des très bonnes nouvelles aussi pour cette année 2025 avec des réponses très positives, des projets de filière. Mais encore une fois, on appelle à une mobilisation beaucoup plus générale sur ces sujets, des prises de parole. Merci en tant que média aussi d'être là parce que vous avez un rôle très très important. Voilà, que ce soit à vocation des professionnels aussi et puis aussi sur la partie consommateur. Et on manque aujourd'hui de soutien sur cette partie-là et de démarches aussi positives sur ces sujets. Nicolas? Oui, juste pour compléter, c'est vrai que notre mode de viticulture vertueux, on est un petit peu victime de notre succès. Et aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, surtout qui s'axe sur le monde du vrac. Moi, le message que je veux transmettre à ces vignerons et ces viticulteurs, c'est de ne pas se décourager. De ne pas se décourager parce que on l'a vu sur l'évolution de la viticulture biologique dans notre région. Ça a toujours fonctionné par palier. Donc beaucoup de conversions. Et ensuite, un palier, le temps d'absorber ces volumes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces volumes sont conséquents. Il va peut-être falloir un peu plus de temps. Mais l'important, c'est de pas se déconvertir. Au plus on est nombreux en viticulture biologique, au plus on a d'impact sur notre environnement. Et en plus, on permet à des gens comme Gérard Bertrand de trouver des volumes et de pouvoir répondre à des marchés. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on voyait que la grande distribution, ça ne représentait pas beaucoup. On va dire qu'il y a encore de la marge de développement, par exemple, sur ce circuit-là. Ce n'est pas parce qu'un circuit est en baisse qu'il faut l'abandonner. C'est justement le moment où il faut aller se battre dessus. Voilà, moi, comme je disais, il faut garder espoir et pas se décourager et surtout ne pas se déconvertir, même quitte à vendre aujourd'hui peut-être des vracs
au lieu de faire baisser le prix des bio, les vendre en conventionnel en attendant de trouver des marchés vins bio qui sont valorisés, qui permettent d'avoir une marge, mais voilà, surtout ne pas se déconvertir pour ne pas envoyer ce message négatif de dire que voilà, la viticulture bio n'a plus d'avenir, alors qu'elle en a justement énormément devant elle.